Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour une partie complète de Gloomhaven, les Mâchoires du Lion, un jeu développé par Isaac Childress et paru en 2021 chez Cephalofair Games. Le jeu est en version française. L'idée pour moi à travers cette vidéo, c'est de vous proposer un scénario qui n'a pas été, peu ou pas été présenté sur YouTube pour l'instant, et qui s'avère intéressant dans la mesure où il présente l'intégralité des règles d'abord, et puis où il nous permet de plonger un peu plus avant dans l'intrigue aussi, proposée par Gloomhaven, même si la narration est assez superficielle et qu'elle est plus un prétexte à la mise en œuvre des mécaniques du jeu, centrée sur le combat tactique, plutôt qu'une vraie réelle recherche littéraire, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc l'idée, c'est de vous proposer plusieurs scénarios assez inédits par rapport à ce qu'on voit d'habitude en vidéo, pour que vous puissiez apprécier le jeu à sa juste valeur et pas seulement dans ses aspects tutoriels qui sont très très bien présentés par ailleurs, hein, notamment par la chaîne des Trigan ou de Wawa Solo ou encore de Philcast dans son style très particulier, que j'adore hein, d'ailleurs et que je salue au passage. J'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu plus complet, on va dire, en tout cas de, comment dirais-je, de plus avancé. Ce qui ne fait pas de moi un expert, loin de là, vous allez le voir, je ne suis pas du tout un expert de Gloomhaven. En fait, je redécouvre Gloomhaven après de longues années, puisque Gloomhaven est le jeu, dans sa version initiale, colossale, l'énorme boîte, qui fait 12 kilos là, qui m'a fait redécouvrir le jeu de plateau de façon totalement émerveillée et inconsidérée en même temps, puisque depuis, j'y consacre une grande partie de mon budget et de mon temps. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux temps. D'abord, le setup de la partie. On ira très très vite, néanmoins, je ne vais pas faire du tout de reviews, de présentation du matériel ou je ne sais quoi, simplement parce que le jeu est vu, revu et encore décortiqué par des youtubeurs qui consacrent quasiment leur chaîne à des open de box, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, des présentations du matériel et tout ça. Donc voilà, je ne vais pas du tout m'aventurer là-dessus. Mais il est toujours intéressant, ça nous permet aussi de démarrer la partie, de procéder à l'installation ensemble, notamment parce que c'est le moment de découvrir les personnages, les figurines, les monstres, enfin voilà, et puis le décor en général qui va nous occuper pendant toute la mission. Le deuxième temps de cette vidéo sera bien évidemment consacré à l'aventure en tant que telle, et puis on arrivera, je pense, en toute fin à une conclusion éventuelle sur ce qu'on a vécu lors de cette aventure, qui, je l'espère, nous sera favorable. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à procéder à l'installation. C'est parti. Pour démarrer la mise en place, quoi de plus normal que de sortir la carte de Havre-Nuit qui va constituer le théâtre de notre aventure. Contrairement à Gloomhaven qui nous permet de parcourir toute la région de Havre-Nuit, y compris la ville, et bien là on est uniquement dans la ville, hein, dans les Mâchoires du Lion, mais ce qui est déjà pas mal. D'ailleurs on revient par l'ouest d'une mission précédente, et puis notre attention est portée sur la disparition d'habitants d'Havre-Nuit, notamment quand la femme du forgeron fait appel à nous pour retrouver son mari, qui a disparu mystérieusement. Donc dans le début de la campagne, dans les 3 premiers épisodes, on est à la recherche de ce forgeron, enfin quasiment, hein, je vous la fais courte, je passe les détails, mais au début de l'aventure, donc on est à la recherche du forgeron, et malheureusement, pour sa dulcinée, nous retrouvons sa trace, mais il est trop tard puisqu'on retrouve son cadavre. Celui-ci euh, est retrouvé au port dans un navire sinistre appelé le Vaisseau Noir, donc c'est le scénario numéro 3, et qui contient d'autres habitants de Havre-Nuit également morts. Donc un ensemble de cadavres comme ça, et cet ensemble de cadavres est gardé par des cultistes, qui sont appelés des zélotes dans Gloomhaven, les Mâchoires du Lion, et qui se livrent à des cultes obscurs et manifestement assez maléfiques, donc qui nous intriguent beaucoup. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. On a entendu parler d'un certain Roland qui serait à la manœuvre, on ne sait pas trop de qui il s'agit, quelles sont ses intentions et ce qu'il fait avec ses cadavres. On ne sait pas si non plus ce sont des meurtres qui sont perpétrés
sur ordre de ce fameux Roland, ou si ce sont des gens qui décèdent pour X raisons et dont les cadavres sont volés, récupérés par les membres de ce culte. On n'en sait rien. Pour le moment, ce sont des hypothèses et on va mener l'enquête. Alors pourquoi on va mener l'enquête? C'est simplement parce que ce qui nous motive, d'abord, c'est l'argent, puisque nous sommes des mercenaires. Gloomhaven met en scène des mercenaires que nous allons incarner à travers deux personnages que nous allons découvrir tout de suite, mais également parce que notre réputation est en jeu. Et si la femme du forgeron nous paie, elle nous paye avec ses moyens, ce n'est pas quelqu'un d'extrêmement riche, elle fait appel à nous un petit peu de manière désespérée, donc on n'a pas le cœur à la renvoyer. Et donc, on va aussi soigner notre réputation de héros, on va dire, en menant à bien cette enquête pour 3 francs 6 sous, afin d'apporter des réponses à la veuve du forgeron. Sur ces explications et sur cette introduction thématique, on va passer à la mise en place à proprement parler. Donc, le scénario 4 nous demande d'utiliser le livret de scénario et le livret complémentaire. Et donc, on va découvrir le lieu d'un rituel de pierre, voilà, que nous allons infiltrer à la suite de la découverte d'une carte dans ce fameux navire. Et donc, on se rend sur place parce que on n'a que ça comme indice. On ne sait pas bien ce qui nous attend, mais on n'a que ça comme indice. La particularité de ce scénario, c'est qu'il utilise aussi le livre complémentaire des scénarios. Alors, qu'est-ce qu'on a comme matériel? Eh bien, tout est détaillé ici. D'abord, on a un golem de pierre. Ce golem de pierre, on va le déterminer aléatoirement parmi un ensemble de golems. On a plusieurs standees fournis dans la boîte, comme dans la version colossale de Gloomhaven. Je ne sais pas comment l'appeler, cette version première. Et donc, on va prendre le numéro du dessous. Voilà, ce sera le golem numéro 2. On va utiliser comme légende, en fait, les premiers traits là qui correspondent à 2 joueurs. Le deuxième trait, c'est 3 joueurs. Le troisième trait, c'est 4 joueurs. Nous, on va être 2 héros. Donc, on va mettre en place un golem standard. Donc, le golem standard est le golem numéro 2. On lui met un socle blanc, tout simplement. Et il va se positionner ici, tout en bas de la carte. De la même manière, on va mettre en place des zélotes, donc des cultistes qu'on a déjà rencontrés sur ce navire. 3 zélotes que je vais prendre au hasard. Donc, on va avoir le 2, qui va être le zélote élite. Voilà. Et ensuite, c'est le 6 et le 4. Voilà. 6 et 4 pour ces acolytes. Donc le 4, on va le mettre à l'entrée, et le 6, on va le mettre ici à gauche. Voilà, à 2 joueurs, ce sont deux zélotes de base qu'on va affronter. Alors les zélotes de base, on verra après quelles sont leurs statistiques et leurs caractéristiques. Donc ça, ce sont pour les monstres. Ensuite, on doit installer 3 pièges. Donc on a 3 pièges, et ce sont des pièges à combien de blessures? Je crois qu'ils sont à 3 blessures. C'est indiqué dans le scénario. Donc pour mentionner ces 3 blessures, on va simplement ajouter du matériel qui n'est pas contenu dans la boîte, et qui me permet de ne pas oublier. Donc je vais mettre 3 cubes sur chacun des pièges, pour indiquer que un personnage quelconque, ennemi ou héros, qui tomberait dans le piège, eh bien, subirait 3 dégâts. On va faire ça comme ça. J'aime bien, c'est un peu plus visuel, donc ce sont des pièges assez redoutables, hein, que ces pièges-là. Ensuite, il y a un coffre. On verra ce qu'il rapporte au moment où on pourra le récupérer. Et puis, il y a 4 pièces de monnaie initialement placées sur le plateau, certainement oubliées par d'autres visiteurs. Alors, d'ordinaire, on met des tokens de pièces, mais moi, je les aime pas trop parce qu'on les voit pas bien sur les tuiles, je trouve, et j'ai tendance à les oublier. Donc, je vais mettre à la place des pièces en métal aux bons endroits. Donc, on voit, ce sont les zones cerclées de jaune, ici et là, que l'on peut trouver sur le plateau. Il y a 4 emplacements. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on va tuer un ennemi, eh bien, une pièce tombera sur le lieu où le personnage est tué.
Voilà pour le matériel. On va ajouter d'autres cubes de couleurs, mais cette fois on va ajouter des cubes jaunes qui vont correspondre à nos objectifs. Effectivement, dans cette partie, nous allons devoir, bon, ça va m'éviter de lire de manière exhaustive l'introduction, mais l'idée en fait c'est de suivre la piste du rituel et des incantations auxquelles se livrent les zélotes, les cultistes. Donc on les suit, on se rend dans une zone alors, qui est là à l'ouest de la ville. Voilà, on le voit ici. Et en fait, cette zone correspond à un bâtiment. C'est un ancien abattoir, mais qui a brûlé. Et la seule partie de l'édifice encore en état, c'est une cave. Donc une cave dans laquelle on va s'aventurer et à l'intérieur de laquelle on découvre que les zélotes se livrent à leurs incantations. Et ces incantations sont destinées, enfin sont adressées à des stèles ou à des pierres incantatoires. Et ces pierres provoquent, quand les cultistes se livrent à leur rituel, provoquent un tremblement et on est pris en fait dans ce tremblement alors qu'on arrive sur les lieux. Cela nous donne l'impression de vouloir s'écrouler sur nous et de nous enterrer vivants. Donc évidemment, ça ne nous plaît pas. Donc on se met en tête d'interrompre le rituel pour qu'il ne permette pas l'effondrement de cette cave et qu'on puisse s'en sortir. Donc pour interrompre le rituel, eh bien, on va essayer de détruire les 4 pierres ou les 4 stèles qui sont présentées. Chacune de ces stèles a un nombre de dégâts ou de points de résistance équivalent au nombre d'aventuriers plus 1. Donc vu qu'on va jouer avec 2 héros, eh bien chacune d'entre elles a 3 points de résistance. Donc c'est pour ça que j'ai mis 3 cubes jaunes, ce qui va nous permettre aussi de les retirer à chaque fois qu'on infligera des dégâts à ces stèles. Alors voilà, bon, je ne sais pas ce que vous pensez de cette mise en place, mais moi j'aime bien parce que ça donne un aspect visuel, ça rend tangible nos objectifs et ça, je trouve ça assez sympa. Alors on voit d'ailleurs tout de suite que les objectifs que la réalisation de ces objectifs va nécessiter une gestion tactique du plateau, puisqu'il va falloir à la fois s'orienter vers les stèles, mais dans le cadre de la mission, il va falloir aussi se débarrasser du culte et de tous les membres présents dans ce lieu. Donc il va falloir tuer tous les ennemis, ce qui constitue le deuxième objectif pour réussir la mission. On va poursuivre avec l'installation du matériel lié aux ennemis. Donc je vais dédier cette partie du plateau là, de l'aire de jeu, à la mise en place de ce qui concerne nos adversaires. Donc d'abord, on a les zélotes. Alors les zélotes, en fait, disposent de ce carton. Alors on est sur des zélotes niveau 1, parce qu'on est en tout début de campagne. Donc les zélotes de type ennemi de base ont des statistiques qui comportent 6 vies, 6 points de vie, 2 en déplacement et 2 en attaque. Dans la version élite, les zélotes ont 8 vies, 2 déplacements et 3 d'attaque. De plus, à chaque fois qu'elles nous attaquent, elles nous infligent une blessure. Une blessure, c'est un état qui provoque une blessure à chaque tour tant qu'on ne s'est pas soigné. Donc c'est assez redoutable. Donc voilà pour les zélotes. Donc on utilisera les secteurs correspondant au numéro de chaque zélote. Ils ont aussi une petite tuile qui va nous permettre de suivre l'ordre d'initiative. Un deck de combat que je vais mélanger, qui va constituer leurs actions à chaque round, puisque une partie de Gloomhaven se constitue d'une suite de rounds qu'on enchaîne, et chaque round est lui-même constitué de l'enchaînement des tours de jeu de chaque personnage selon l'ordre d'initiative. À part les zélotes, donc on l'a vu, on a les golems, donc même topo pour les golems. Donc là, nous, on est sur un golem niveau 1. Il a 10 points de vie, donc c'est beaucoup plus costaud. Par contre, il se déplace hyper lentement et il tape fort aussi. Il tape à 3. Par défaut, il est résistant puisqu'il a un bouclier de 1, c'est-à-dire qu'il absorbe les dégâts qu'on va lui causer à hauteur de 1 dégât à chaque fois à chaque attaquant. Enfin, pour les monstres, on doit mettre en place un deck qui leur sera commun, qui va constituer les modificateurs de combat. Alors, il y a beaucoup de cartes, je ne sais plus combien il y en a, je crois 20, qui constituent ce petit paquet de cartes, et qui va modifier
de manière bonusée ou malusée les actions que vont réaliser nos ennemis. On va mettre en place le tableau des élémentaires. Donc au début de la partie, tous les éléments auxquels nous pourrons faire appel pendant la partie sont inertes. C'est-à-dire qu'il va falloir les invoquer, on dit les infuser, je crois, dans ce jeu. Et quand on les infusera, ils deviendront actifs, soit de manière forte, soit de manière faible. Et on verra comment ça fonctionne pendant la partie. On va jouer également dans cette partie avec les malédictions et les bénédictions. Les malédictions et les bénédictions sont des cartes qu'on peut gagner en fonction des actions de nos adversaires. Donc ça, on verra ça. On va mettre en place les jetons pour le compte des points de vie. Je les ai triés parce qu'ils ne sont pas faciles à manipuler tellement ils sont petits. Il nous reste maintenant simplement nos personnages à mettre en place. Donc j'ai choisi deux personnages assez belliqueux, on va dire, qui ne sont pas des poètes. Hein. D'abord, le garde rouge. Alors je vais plutôt vous montrer sa fiche. D'abord le garde rouge. Qui est un personnage assez véloce et plutôt adroit de ses mains. Il a une arme assez particulière, une faux au bout d'une chaîne, qu'il utilise peut-être à la manière d'un nunchaku, et qui est assez redoutable. En début de partie, enfin là, parce qu'on est déjà un peu plus loin dans l'aventure, il a récupéré une armure de cuir clouté, donc qui lui procure une protection dans certaines conditions. Il a bien sûr son deck de modificateur de combat. Celui-ci est déjà un petit peu modifié puisque au cours des parties précédentes, j'ai eu l'opportunité de gagner des modifications et donc j'ai pu retirer, je crois, des -1 de ce deck. On verra à quoi correspondent les -1. Au début de partie, le garde rouge a 10 cartes actions. On reviendra sur les cartes actions et leur fonctionnement tout à l'heure. Donc voilà ce qui constitue son deck pour la partie. Il a également sa tuile d'initiative qu'on va mettre avec les autres. C'est toutes des tuiles rouges pour l'instant. Enfin, il a ses jetons de héros qui pourront nous servir à différentes occasions. Dernier élément pour ce personnage, on va lui donner un compteur de points de vie et d'expérience. Donc en début de partie, il a 10 points de vie. On voit rien du tout. Il a 10 points de vie et 0 d'expérience. Hop, voilà. Va mener l'enquête, le lanceur de hache. Donc c'est un inox. Inox qui est un de mes personnages préférés. J'adore les inox. Ils sont assez exclusifs à Gloomhaven. Ces espèces d'hommes bêtes baraqués. Voilà, c'est un peu un Chewbacca, quoi, on va dire. Je pense qu'il est inspiré de Chewbacca d'ailleurs. Mais je sais pas, j'aime bien, je trouve, j'aime bien cette version. Et je crois qu'en plus, lui, il a une espèce d'histoire sordide d'orphelin où ses parents se sont fait massacrer et tout, donc il est un peu en quête et en soif de vengeance. Ces cartes, eh bien, il en a aussi 10 au début, donc 10 dans son deck de départ, mais on va voir ça après. Au niveau de ses équipements, il a déjà 2 objets. Il a pareil une armure de cuir clouté, je pense qu'il l'a acheté, il me semble. Et puis il a trouvé un compas maudit. Ce compas maudit permet d'obliger un ennemi à se déplacer à un moment donné, mais par contre, il faudra dépenser l'objet le cas échéant. Il a une figurine qu'on va mettre aussi de côté là pour l'instant, et puis son token d'initiative qu'on va mettre là. Il nous reste simplement les objectifs de bataille à déterminer, puisque là encore, dans une partie de Gloomhaven, il y a des objectifs de bataille pour chacun des personnages. Donc on va en tirer 2 pour chaque perso. 1, 2 pour le garde rouge et 1, 2 pour le lanceur. Les autres ne seront pas utilisés, on peut les remettre dans la boîte. Et on les découvre. Alors pour le lanceur de hache, on a quoi? On a plébéien. Ne jamais éliminer un monstre d'élite ou un boss. D'accord, on peut le blesser, mais c'est pas à nous de l'éliminer. Vite sur pied. Terminez un scénario avec un nombre de points de vie égal à votre valeur maximum de points de vie. Pour le garde rouge, agoraphobe, terminez tous vos tours adjacents à un mur ou un obstacle. C'est pas facile ça. Et tête brûlée, effectuez 2 actions présentant l'icône perdue avant votre premier repos.
Alors l'icône perdue, c'est l'icône que l'on trouve sur certaines cartes, voilà, avec ce symbole. Et en fait, ça nécessite de réaliser une action, souvent très puissante, mais qu'on peut réaliser qu'une seule fois, et donc on perd la carte, ce qui fait que notre carte ne va pas être défaussée à gauche du plateau, mais être perdue à droite du plateau. Alors il y a quelques moyens de retrouver ces cartes, mais c'est assez difficile, voire impossible. Donc ouais, c'est pas à voir si vraiment ça nous intéresse, ça vaut une coche. Bon, c'est totalement prêt. Oui, ce que je n'ai pas fait, c'est initialiser le compteur de points de vie pour l'inox. Alors lui, il a 8 points de vie, aussi surprenant que ça puisse paraître, et 0 points d'expérience en début de partie. Il nous reste simplement à placer nos persos. Alors, les points de départ, donc on arrive par le nord-est, là-bas, dans ce souterrain, et donc on va placer nos persos. Alors l'inox, je vais le mettre là, et le garde-rouge, je vais le mettre ici. Je crois que le garde-rouge est plus rapide, donc voilà. Alors, ça fait un moment que j'ai pas joué, donc on verra bien, hein. Je me souviens plus bien. J'avais déjà fait les scénarios d'introduction il y a quelques temps, donc j'ai pas forcément le souvenir de toutes les capacités de nos personnages. Ok, bien, c'est parti. On se lance dans l'aventure, sachant que là, il y a déjà un comité d'accueil qu'il va falloir gérer, tout en essayant de détruire ces stèles runiques là qui nous posent problème. Eh bien, c'est parti. Du coup, là, je suis en train de me demander ce qu'on va faire. Alors, quand je regarde le haut du plateau de jeu, ici, on a un ennemi à proximité d'un objectif, à proximité d'une pièce. Donc, je me dis que déjà, il faudra aller dans ce secteur. L'idéal étant de faire en sorte que ce zélote, ce cultiste, ne bouge pas trop, parce que l'idée, c'est de le tuer sur place, de faire tomber une pièce, et puis de venir ici pour récupérer la pièce, puisqu'on récupère les pièces quand on s'arrête sur les tuiles, et, ou alors en pillant, en faisant une action de pillage. Il faut savoir que là, dans ce scénario, on a des obstacles ici. Alors ces obstacles ne sont pas infranchissables, mais ils ne peuvent pas être parcourus comme un terrain praticable. On peut sauter par-dessus grâce à un mouvement spécial. Là, ce sont vraiment des obstacles indestructibles, mais en revanche, ils ne bloquent ni les lignes de vue, ni les lignes de tir. Donc on pourrait tout à fait tirer sur la zélote à distance, par exemple. Les, donc les secteurs jaunes, les hexagones jaunes, eux, représentent des lieux objectifs. On peut les détruire et passer au travers quand ils sont détruits, comme des hexagones verts qui peuvent être aussi détruits, et on peut passer au travers également. Voilà, donc ça c'était pour les petites précisions quant au terrain. Donc l'idée c'est de tirer dessus et puis de se déplacer après pour se rapprocher et lui en mettre plein la tronche, quoi. En gros c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les cartes de nos personnages, qui va constituer le début du premier round. Une fois qu'on aura choisi, on dévoilera les actions de nos ennemis. On découvrira l'ordre d'initiative en fonction de ce que nous faisons et de ce qu'ils font. Et on effectuera, on réalisera les actions du coup prévues, à la fois pour nos adversaires et pour nous. C'est comme ça que ça marche. Et une fois que tout le monde est passé, c'est la fin du round, il y a une phase d'entretien, entre guillemets, et puis on procède à un enchaînement de rounds comme ça, en enchaînant. On va regarder déjà ce que va faire le lanceur de hache, parce que c'est lui le plus près de la première zélote, la numéro 4. J'aimerais bien qu'il l'avoine à distance. Donc là, par exemple, j'ai une attaque 2, portée 4. Et je peux faire attaque plus 2 et gagner un point d'expérience si la cible possède votre jeton favorite. Alors pour la favorite, c'est la hache favorite. On a 2 haches, donc je pense que c'est la hache favorite. Et quand on l'envoie, on peut augmenter le nombre de... Enfin, il y a tout un fonctionnement là qui est expliqué, je ne vais pas le lire maintenant. Mais on gagne des points, on peut récupérer notre hache contre un déplacement. Mais par contre, ça renforce de plus 3 notre attaque. Donc ça peut être assez balèze de faire ça. Alors, est-ce que c'est à toutes nos attaques, à n'importe laquelle de vos attaques? Donc, n'importe laquelle de vos attaques à distance. À distance. Donc ça concerne pas mal de trucs, hein. Là, c'est une attaque pas à distance. Là, à distance. Là, non. Là, à distance. À distance. Ouais, il a beaucoup d'attaques à distance, l'inox lanceur de hache. Donc bon, ça peut être vraiment intéressant de faire ça. Au centre, là, on voit l'initiative. Là, les petits icônes, ce sont les actions génériques que propose la carte. En haut,
une attaque de 2, en bas un déplacement de 2. Donc on a une action en haut, une action en bas. Je vous ai parlé de celle de en haut là, sur cette carte la favorite. En bas, on peut provoquer une blessure chez le personnage, ciblé s'il est adjacent. Et ensuite, on se déplace de 3 et on saute. Donc c'est super balèze ça. Oh oui, j'adore. Ben voilà, j'ai un déplacement de 3 là par exemple. Comme ça, je suis adjacent à la zélote et après, je lui enquille des dommages quand il est à côté de moi. Ça peut être ça. Donc je vais faire ça. Donc c'est un second souffle. On va utiliser ce déplacement là. Gagner plus 3, ajouter plus de déplacement et gagner 1 point d'expérience si vous avez éliminé un adversaire ce tour. Ah oui. Moi, je vais pas l'éliminer. Est-ce que j'aurai autre chose? Ok, bon, il y a plusieurs possibilités. Ou alors je peux utiliser un déplacement générique, tout simplement. Alors je vais peut-être faire ça, utiliser un déplacement générique pour éviter de gaspiller une carte pour l'instant. Voilà, doubler la valeur. Bah, je vais utiliser celle-là. Alors par contre, l'initiative est de 64, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve une attaque rapide pour avoir une initiative, puisqu'on va utiliser l'initiative de l'une ou l'autre carte pour marquer notre place dans le tour. Donc voilà. Ouais, alors il me faudrait une attaque à distance, poussée. Attaque 3, portée 3, avec une initiative de 24, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on est à 3 de la zélote? Du zélote. 1, 2, 3. Ouais, donc on va faire ça. Comme ça, on a une initiative, donc on prend celle qu'on veut en fait, la plus favorable, et puis on pourra en bénéficier. Pour le garde rouge, on va choisir aussi. Alors ce que je vais faire, je vais regarder hors caméra, puis je vous montrerai ce que j'ai choisi. Alors pour le garde rouge, j'ai choisi ces deux cartes, donc bouclier du désert, en fait que je vais utiliser pour son déplacement générique là de 2, et faucille aveuglante, donc une initiative assez mauvaise, hein, compensée par celle de bouclier du désert, mais par contre une attaque de 3 à portée 2 avec une capacité immobilisation, et on infusera de la lumière ou de la chaleur, je sais jamais ce que c'est ça. Donc voilà pour le garde rouge pour l'instant. Ouais. Ensuite, eh bien, on va démarrer le tour. Alors pour ça, on va révéler, maintenant qu'on a choisi nos cartes, les actions de nos ennemis. En début de partie, comme ça, il n'y a pas d'ordre spécifique. On va d'abord révéler les zélotes, je pense. Alors les zélotes, elles ont une initiative de 19, donc c'est rapide, hein, plus rapide que le lanceur de hache, par exemple. Par contre, est-ce que c'est... Non, c'est moins rapide que le garde rouge, mais ça va pas nous arranger. Déplacement plus un saut. Attaque -1 avec malédiction et elles infusent du vent. Ouais, ben, on commence bien. Donc elles sont bien énervées. Et puis le golem, déplacement +0, attaque -1, cible les adversaires adjacents. Bon, lui, il est loin, et en plus, l'initiative 83. Donc autant dire que il est au pâquerette, là, pour le moment. Il va pas être trop dangereux. Donc ça nous permet de classer, de déterminer l'ordre d'initiative. Donc on a dit le garde rouge en premier, ensuite les zélotes, ensuite le lanceur de hache, et ensuite le golem de pierre, qui va nous donner l'ordre du jeu, évidemment. Alors, le garde rouge, donc celui-ci. Ah oui, alors, est-ce qu'il. Ah oui, j'ai dit quoi? Ah oui, si, il va immobiliser. Ah, ça, c'est bien. Ah bah, ça tombe bien, en fait. Il va immobiliser, sauf si il ne joue. Enfin, s'il y avait un accident sur son modificateur de combat, mais sinon, il va immobiliser sa cible. Donc, ça, c'est très très bien. Ça évitera qu'elle bouge. Alors, on va tenter ça. Donc, on dévoile une carte. Donc là, c'est une carte neutre, hein, +0. Donc, pas de modificateur de combat. Ce qui signifie qu'on peut infliger cette attaque à notre adversaire. Non, cela dit, on va se déplacer d'abord. Donc, on va se déplacer de 2. Le garde rouge peut tout à fait se déplacer à travers la position de l'inox. Hein. Donc, il va faire 1-2. Ce qui fait qu'il est toujours adjacent à des obstacles pour Agoraphab. C'est indispensable. Ces obstacles n'empêchent pas la ligne de vue et le tir. Donc, pour le moment, on peut continuer. Une faucille aveuglante. Donc, c'est une attaque de 3 portée 2. Donc, une attaque de 3 non modifiée.
portée 2, il est bien à 1, 2 hexagones. Il va infliger une immobilisation. Alors, en plus, c'est une zélote de type standard, donc qui n'a pas de pouvoir particulier. Et là, le déplacement va être bloqué. Donc, c'est bien. Donc, attaque 3, portée 2, ce qui signifie que le zélote numéro 4 encaisse 4 dégâts. C'est 4, hein. 4 dégâts directs, sachant qu'il a 6 points de vie. Donc, on l'a déjà bien entamé. En plus, on lui inflige un état immobilisation, donc on va mettre ça sur sa figurine. Voilà. Donc il ne pourra pas bouger pendant ce tour. Alors les états ont un fonctionnement un peu particulier, c'est jusqu'à la fin du prochain tour. Et enfin, on va infuser de la lumière. Infuser de la lumière, ce sera à la fin du tour du personnage que l'élémentaire viendra dans la colonne forte. Alors justement, c'est la fin du tour, hein, je crois que j'ai tout fait, ouais. Je n'ai pas remélangé quoi que ce soit, ce sera la fin du round. Là, par contre, je joue ces cartes. Et donc, on infuse de la lumière. Donc, potentiellement, cette lumière est disponible pour le lanceur de hache, mais lui il n'utilise pas cette lumière, hein, pour le moment en tout cas. Donc, voilà. Ensuite, donc, le garde rouge à jouer, c'est au zélote, justement. Alors, le zélote joue dans l'ordre numérique, mais en commençant par les élites. Donc là, l'ordre numérique en plus respecte, hein, c'est le 2, c'est un élite. Donc c'est lui qui commence. D'abord, il se déplace de plus 1. Alors initialement, il a un déplacement de 2, donc 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Il va s'approcher là, il fonce en direction de nos personnages. C'est une attaque de corps à corps moins 1, donc en général, il a 3 en corps à corps, mais moins 1, donc 2, et il cible, non, je me suis trompé. Et malédiction quand il peut attaquer, mais là il ne peut pas nous attaquer au corps à corps. Il infuse du vent, en revanche. Ça, il va le faire dans tous les cas, parce que c'est une attaque un peu rapide, quoi, une blitz. Donc il va infuser du vent à la fin de son tour. Ça, c'était pour la zélote élite. Ensuite, on regarde dans l'ordre, zélote numéro 4, zélote numéro 6. Donc c'est elle qui va agir. Elle ne peut pas se déplacer, ni sauter, ni quoi que ce soit. Donc, eh bien, elle va rester sur place, elle ne va pas agir ni infliger de malédiction. Alors je vais regarder par rapport à ça, aux malédictions là quand même. Malédiction. Malédiction est un état négatif lorsqu'il a appliqué un personnage. Ah oui, bah non, on peut pas. Il faudrait qu'on soit adjacent à l'attaque en fait. Ouais, donc les malédictions ne sont pas infligées à nos persos pour l'instant. Ok, il faudrait qu'ils nous touchent, quoi, en gros. Mais c'est pas le cas. Il reste encore un zélote au fond de la cave là-bas, et donc il va se déplacer. On a dit de déplacement plus 1, donc ils ont 2 à la base, en version normale, donc 3. 1, 2, 3. Et pareil, attaque, moins 1, malédiction, vent. Donc le vent, puisque c'est la fin des zélotes, il est infusé. Ça y est. Alors le vent, ça nous intéresse parce qu'on peut l'utiliser, hein, même si ce sont les zélotes qui l'ont infusé, pour mener à bien des actions qui nous intéresseraient. Par exemple, celle-là, là, le double élancé, il faut du vent. Ah non, ça infuse du vent. Non, non, je dis une bêtise. Mais le lanceur de hache a des actions qui utilisent le vent. Je vais trouver un exemple. Voilà, par exemple, puissance d'arrêt, ça utilise du vent et ça permet de pousser les adversaires à distance en plus. Donc par exemple, on peut les jeter dans un piège. Et en plus, on gagne un point d'expérience. Au lanceur de hache d'agir, donc lui, on a dit qu'il faisait quoi? Il va utiliser cette carte pour un déplacement de 2 et une attaque à distance. Je pense qu'il va se concentrer. Alors, l'attaque à distance, c'est une attaque de 3, portée 3. On va dévoiler son modificateur de combat, ou plus de fou, fou, fou. Je pense qu'il va attaquer. Ah, j'aurais peut-être dû désigner la cible d'abord. Je sais plus s'il faut désigner d'abord. Je crois. Bon, de toute façon, je comptais attaquer 1, 2,
3. Ah oui, mais là je suis trop loin. Il faut que je me déplace d'abord. Bon là j'ai un peu merdouillé, je vais me déplacer de 2. Je peux traverser les lignes, hein. Donc hop, je me mets là. Et je vais tirer. Non, je vais tirer sur qui? Si je tire sur le 4, je le tue. Si je tire sur le 2, non mais je vais tirer sur l'élite, c'est ce que je pensais faire. Bon là j'ai un peu cafouillé, il aurait fallu que je détermine ma cible avant de tirer le plus 2. Donc je vais lui faire 5 dégâts. Ça fait mal. Mais en même temps je l'élimine pas. Donc 5 dégâts, c'est la zélote 2. La menace reste intacte. C'est déjà la fin du tour de l'inox. Il reste ensuite le golem à faire jouer. Alors le golem, lui, on a dit qu'il se déplaçait, c'est marteler le sol. Déplacement plus 0, attaque moins 1, cibler tous les adversaires adjacents. Donc plus 0, il avait 1. Il a 1 en déplacement, donc il avance vers nous. Alors, on est où? On est par là. Il va essayer d'aller tout droit. C'est tout, il ne fait rien d'autre pour l'instant. Lui n'a pas d'attaque à distance non plus à ce tour. C'est la fin du round. À la fin de chaque round, tous les éléments infusés s'affaiblissent. Donc là, ils s'affaiblissent automatiquement. Est-ce qu'il y a des cartes à remélanger? Non, pas là, et là non plus. Donc voilà, là on a déjà terminé le tour, donc on va simplement défausser les cartes de nos personnages avant d'attaquer un nouveau round. Donc je vais, comme tout à l'heure, pour le garde rouge, sélectionner mes cartes hors caméra, et on se retrouve pour le deuxième round. Ok, j'ai choisi. Alors, on va essayer des trucs un peu, euh, un peu sympas. Du coup, c'est vrai qu'ils ont des super capacités. On va essayer progression choquante et coup tournoyant pour le garde rouge. Alors, sur progression choquante, on ferait déplacement 3. Et sur le coup tournoyant, on ferait l'attaque 2, cibler tous les adversaires adjacents. Et en défaussant, euh, c'est ça. Ah non, je vais utiliser celui-ci pour me déplacer, pour faire un déplacement standard de 2. Et je vais utiliser attaque 3 et immobilisation. En plus, en défaussant de la lumière, on a bouclier 1, on prend un point d'XP. C'est ça que je veux faire. Cibler tous les adversaires, plus 1 d'attaque. Moi, je peux faire l'un ou l'autre. Dans tous les cas, je vais utiliser la partie basse comme un déplacement standard. Donc voilà, on va voir, j'aurai du choix là. Ok, sachant que là, mon initiative va être de 14. Pour le lanceur de hache, l'idée c'est que je mette en place la favorite. Donc on va découvrir ça comme ça. Et j'utiliserai le déplacement de 3 ici. Ou alors un déplacement de 2, on verra. Mais l'idée c'est d'infuser du vent, encore une fois, pour l'utiliser après. Si jamais ça se passait pas comme prévu, je pourrais éventuellement switcher, utiliser cette attaque standard ou celle-ci. Enfin bon voilà, il y a des solutions. On verra ça. Alors là, il y a une carte perdue, mais en fait, si je mets en place la favorite, cette carte sera active jusqu'à ce que je décide qu'elle ne soit plus active. Donc elle peut être active toute la partie, quoi. Ça peut être super bien. Et on va découvrir maintenant ce que font nos ennemis. Alors, les zélotes, d'abord. Déplacement -1, attaque +1, avec une initiative de 65. Donc ça, c'est bien. Ils vont en jouer après nous. Et le golem, lui, il est loin, 51, déplacement +1, attaque -1. C'est un assaut précipité. Et elle, c'est coup calculé. Le garde rouge à 14, donc c'est lui qui commence. Ensuite, le lanceur de hache à 17. Alors, je peux tout à fait dire que le garde rouge à 38, par exemple, pour permettre au lanceur de hache de jouer en premier. Donc 14, le garde rouge. 17, le lanceur de hache. Ensuite, les zélotes ont 65, alors que le golem a 51. Donc les zélotes agiront en dernier. C'est bien parce que c'est sur elle qu'on va taper. Par contre, attention, il va pas falloir que j'oublie de venir défoncer les stèles, parce que j'ai tendance à zapper ça. Le garde rouge joue son déplacement de 3 à travers 1, 2, 3. Il arrive ici, il est adjacent aux 2. Il va infuser de la lumière encore, donc je vais la mettre en dessous pour y penser, sachant qu'elle est toujours faible. Donc de toute façon,
je vais pouvoir l'utiliser tout de même. Donc j'ai utilisé progression choquante, il me reste coup tournoyant, donc je suis au milieu, là, je me mets à tourner, et je fais une attaque 2, cibler tous les personnages adjacents. Si je défausse, si j'intensifie mon attaque avec de la lumière, j'ai attaque +1. Donc là c'est ce que je vais faire, donc la lumière est dépensée, donc, mais je vais l'infuser en fin de tour, donc je peux la mettre en dessous, et en plus je vais gagner un point d'XP, ça c'est top. Alors un point d'XP, c'est lui, hop là, voilà, il a un direct. On va juste regarder son truc, il a +1. Bon, décidément, on est verni. Donc +1, ça lui fait une attaque de 2, +1, 3, +1, 4. Donc 4, ouf, il va faire mal. 4 sur la zélote numéro 2 qui n'a pas de défense, donc sur l'élite, et qui a déjà 5 blessures, donc il détruit cette zélote. C'est énorme. J'aurais voulu le faire. Donc, eh bien, cet adversaire est éliminé. Il y a une pièce qui tombe à sa place. Et l'autre se prend 4 dégâts aussi, sachant qu'il en avait 4. Il a 6 blessures. Donc, il est tué également. Ça déménage. Et là encore, une pièce tombe par terre immédiatement. À côté de la stèle. Donc, au niveau de ces têtes brûlées, effectuer 2 actions présentant l'icône perdue. Ouais, non, il n'y a pas de ça. Agoraphobe, là par contre, c'est cuit, puisque terminez tous vos tours adjacents à un mur. Donc celui-là, c'est mort. On ne pourra pas le faire. Je vais le retourner, puisqu'il n'est pas adjacent à un mur, à un obstacle. Et ensuite, lanceur de hache. Lanceur de hache se retrouve un peu seul. Donc il va se déplacer, je pense, pour aller... mince. Il va se déplacer de 3. Donc il peut rejoindre une position. 1, 2, ouais, il va arriver ici. Donc il est près d'une des stèles. Et du coup, là, il va mettre en place sa favorite. Il ne va pas attaquer maintenant. C'est une carte qui devient active. Donc on la met là. Alors, en quoi consiste la favorite? Placez un de vos pions aventuriers sur cette carte. Ok, voilà qui est fait. Vous pouvez ajouter +3 attaques à n'importe laquelle de vos attaques à distance en plaçant le pion sur la cible après la résolution de la capacité d'attaque. Quand la cible est éliminée, placez le pion sur l'hexagone où elle se trouvait. Si vous le pillez, replacez le pion sur cette carte. Donc en fait, maintenant, ma favorite, c'est ma hache favorite, va être balancée à la figure de mes ennemis, rapporter +3 en attaque. Au passage, ça me rapporte aussi +2 points d'XP. Ça, c'est énormous. +2 en XP en un coup, c'est rare. Donc, je les prends immédiatement, voilà. Et c'est une carte qui dure jusqu'à la fin du scénario ou jusqu'à ce que je la défausse. Et donc là, j'ai pas attaqué la stèle, mais je vais le faire au prochain coup. Ensuite, c'est le golem de pierre. Alors, on a dit qu'il faisait quoi le golem de pierre? L'assaut précipité, il faudra remélanger sa carte. Donc, c'est déplacement +1, donc il a 2 en déplacement. Alors, les ennemis ont changé de place. Donc, il faut que je compte 1, 2, 3, 4. C'est là. Ah oui, donc c'est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non. Donc là, le chemin le plus court, c'est celui de droite. Donc 1, 2. Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Attaque -1, mais là, il ne fera pas d'attaque ce tour, parce qu'il est beaucoup trop loin. Donc on est tranquille. Les zélotes, eh bien... Ah oui, il y en a une qui peut jouer quand même. Donc zélote, déplacement -1. Elles ont 2. Donc là, eh bien, elles foncent sur le garde rouge. Et attaque +1, donc c'est une zélote standard. Donc elle a 2 en attaque, +1, 3. Le garde rouge, est-ce qu'il a... Non, il n'a pas joué son bouclier. Non, non. Il a joué son déplacement. Donc ils vont encaisser 3 dégâts. Alors bon, c'est pas trop grave, il en a 10. Donc il passe à 7. Par contre, elle a fait une espèce de charge là, coup calculé,
qui nous a fait mal. Ouais, je l'ai pas vu venir. Je regardais les deux autres. Et celle-ci, elle est arrivée un peu en décalé et je me la suis pris sur le museau. Par contre, je suis en train de penser que je n'avais pas tiré de modificateur. Bon, c'était un plus zéro. Donc ça ne changeait pas les résultats du lanceur de hache. Ça, j'oublie des fois, il va falloir que je fasse attention. Voilà, qui est fait. Alors je vais réinfuser, grâce à mon déplacement, du vent. C'est la fin du tour. Donc on défausse les cartes. D'ailleurs, où est la deuxième? Où est la deuxième carte rouge? 1, 2. Ah ouais, c'est bon, elle est là. Ok, donc j'ai bien les 4, on défausse. Du coup, c'est la fin du round, on infuse aussi, j'aurais dû le faire avant, de la lumière de nouveau. Mais comme c'est la fin du round, eh bien, ces deux éléments s'affaiblissent un petit peu. Mais ils sont toujours présents. On passe désormais à un nouveau round, alors on va voir, bon là, il y a beaucoup moins de monde, mais il faut qu'on détruise des stèles. Tant qu'on n'a pas détruit des stèles, il ne va pas se passer grand-chose. Et le rituel se poursuit, donc on risque de finir enseveli sous le plafond de roche. Allez, on redémarre un nouveau round. Donc là, l'idée, donc, c'est de se débarrasser de cette zélote, de récupérer des pièces et de taper dans les objectifs. Donc en détruisant les stèles runiques. Parce que si on ne fait pas ça maintenant, on va perdre trop de temps et trop d'énergie. Je vais sélectionner les cartes et puis pour le lanceur de hache, je vais jouer attaque 3 qui me rapporte un point d'expérience et je peux en plus attaquer deux hexagones côte à côte. Alors je vais pas le faire parce que en fait, je vais attaquer la stèle. Je suis en train de voir que j'ai gagné une pièce que je vais récupérer. J'ai oublié à la fin du tour de la mettre sur ma plaque. Ça, c'était ma première action, coup à rat. Et la deuxième action, alors l'initiative c'est 25. Deuxième action, c'est déplacement 2, pousser 2 et cibler un adversaire adjacent. Si je défausse du vent, enfin si j'utilise du vent, eh bien je peux me redéplacer 2. Or, il y a du vent là. Donc ça veut dire que dans un même tour, je vais me déplacer deux fois avec une poussée de 2. Donc la zélote, là, je pourrais l'éloigner de mon collègue qui pourra aller vers cette stèle. Pour le garde rouge, donc j'ai prévu une attaque 2, sachant que je vais commencer par ça en ciblant la zélote, et après je ferai un déplacement de 2 pour rejoindre la proximité avec la stèle et pouvoir cogner au prochain tour la stèle. Voilà, et si je tue pas la zélote, eh bien je la désarme au moins, donc c'est bien. Alors, on voit ce que font les ennemis. Attaque -1, portée 2, cible 2, confusion. Par contre, c'est un initiative 46. Et s'il y a du feu qui infuse, il gagne plus d'emportée. C'est le sang bouillant. Bon, alors c'est une attaque à distance, c'est ça qui m'embête. Et lancer sacrificiel, attaque +1, portée 3. Ah oui. Si cette attaque est effectuée, le golem subit 2 dégâts. Ah oui, ben non, parce que je devais remélanger à la fin du tour. Donc je vais remélanger avant de tirer une carte. Bien mélanger. On verra. Alors, on tire. Réaction runique, chaque fois qu'un personnage attaque le golem, ce personnage subit 3 dégâts. Donc il ne va pas bouger, ne va rien faire. Et c'est 10, par contre, son initiative. Donc initiative, le golem en premier. Les zélotes, c'est 46, donc ça va être en dernier, je crois. Oui, force vive, c'est 16 pour le garde rouge. Et le lancer, 25. Donc très bien. Donc on va finir sur les zélotes. Et commencer sur le golem. Alors le golem, lui, il ne fait rien, mais il réalise ça. On tire quand même une carte modificateur. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. J'ai pas tiré de carte modificateur pour les monstres. Ah, j'aurais dû. Bon là, rien ne change. Pour nous, on va agir d'abord pour le garde. Oui, c'est ça. Donc le garde, il va lancer une attaque 2
de type nuit dans le désert sur la zélote qui est 2 hexagones ou moins et on va lui infliger désarmement. Donc déjà, on voit ce qu'elle nous coûte. Ouais, le modificateur c'est plus 0, donc c'est une attaque de 2. Il n'y a pas de protection. Non, non, pas de protection. Non, aucune. Donc une attaque de 2. Donc 2 dégâts. Ce sont les premiers dégâts qu'on inflige à cette zélote. Voilà. On lui inflige désarmement, donc elle n'attaquera pas ce tour. Alors désarmement, c'est quoi? C'est un petit jeton gris. Désarmement, ouais, ouais. C'est la main. Donc ça c'est bien, parce que ça va éviter qu'elle nous blesse méchamment. Et on infuse du givre et la nuit en même temps. Givre et nuit, ce tour. Voilà. Ensuite, déplacement saut. Et bouclier 1. Déplacement saut. Alors, il fait un déplacement simple et il se retrouve contre la stèle, prêt à taper dessus. Donc le golem c'est fait, le garde rouge c'est fait, c'est au lanceur de hache. Lanceur de hache, il a donc il va taper grâce à son coup à ras sur la stèle. La stèle a 3 dégâts, donc on va voir son modificateur. Allez, yes, plus 1, c'est bon. Donc il va détruire la stèle directement. 3 et il va gagner. Donc boum, la stèle est détruite en un seul coup. Donc on va mettre un petit jeton détruit dessus. Ce qui signifie que désormais cet hexagone est un hexagone de terrain normal. Comme c'est coup à ras, il prend un point d'XP supplémentaire. Déjà son 3e point d'XP dans cette partie. Ensuite, il va faire un déplacement 2 poussé et déplacement 2 s'il utilise du vent infusé. Donc déplacement 2, 1, 2, pousser. Donc eh bien on peut pousser, alors ça j'ai pas regardé dans quelle direction on devait pousser, mais je pense qu'on peut pousser où on veut. Pousser et traction. Lorsqu'un personnage effectue une poussée X ou une traction X, soit en tant que capacité autonome, soit en tant qu'effet, il pousse ou tire la cible de X égale une capacité de poussée et traction ne cible que des adversaires sauf indication contraire. Chaque déplacement individuel d'une poussée et traction éloigne ou rapproche la cible du personnage en utilisant ses capacités ou effets. Donc là, moi je peux le pousser de 2. Donc en gros, je vais le pousser là, 1, 2. Ou alors 1, 2. Ah ouais. Ah non, parce que ce serait tiré, donc je peux le pousser là, en fait. Ouais. Sachant qu'il y a le mur, donc je vais plutôt le pousser dans cette direction. Mais ce qui me convient, parce que là, on va vers la stèle. Donc c'est pas mal. Donc pousser 2. Et je peux, par ailleurs, en utilisant le vent présent, eh bien, je peux me déplacer encore de 2. Alors, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais en contact de la zélote? Là, je peux parce qu'elle ne va pas attaquer. Donc, voilà. Elle ne va rien faire. Ouais. Donc, je vais me déplacer vers elle. 1, 2. C'est risqué, mais bon, en même temps, ça me permet de faire quelque chose. Et donc, ça met fin à mon tour également. Lanceur de hache c'est fait. Zélote, eh bien, elle est désarmée, donc elle ne peut pas attaquer ce tour. Je vérifie sur la carte de mémoire. Alors, désarmement, le personnage ne peut pas attaquer, retirer le pion à la fin de son prochain tour. Ok. Donc, eh bien, c'était son tour, donc je retire le pion. Elle va se reprendre rapidement. Et c'est la fin du round. Est-ce qu'on doit remélanger quelque chose là? Non. Là non plus. On va défausser les cartes. Est-ce que quelque part il y a des pièces à looter? Non, ni là ni là. Donc là on est loin des pièces. Donc c'est bien la fin du round. Cet élémentaire s'affaiblit, se, se, se dilapide. Et puis par contre on a infusé ce tour la nuit et le givre. Alors la nuit et le givre ne servent pas à grand chose à nos personnages. Peut-être la nuit pour le garde, non. Non, non, il s'en sert pas. Il sert du feu et de la lumière, lui, principalement. À la limite, ça peut être utilisé par les adversaires, donc c'est pas forcément bien. C'est la fin de ce round.
Donc on est bon. On va simplement maintenant se lancer dans le round suivant et je mettrai fin à cette première vidéo là sur cette partie de Gloomhaven. Ça va me permettre de la mettre en ligne. Comme toujours, j'aime bien faire ça. Donc c'est ce qu'on va faire. On va se lancer tout de suite dans le round suivant. Donc, round suivant, alors ce qu'on doit faire, c'est que on doit détruire la deuxième stèle là. L'inox, lui, doit s'occuper de cette zélote qui est déjà entamée. Je lui ai déjà infligé 2 dégâts, donc il faudrait que j'en inflige encore 4, ce qui n'est pas gagné. Surtout qu'il y a le risque de riposter ou d'attaquer même avant moi. Donc ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on a comme carte en main? Il nous en reste 4. Carte en main, alors j'ai du déplacement, je pourrais m'éloigner. Ah non, ça c'est le garde rouge. Qu'est-ce que j'ai en carte en main? J'ai le second souffle, du soin, en déplacement 3, ajouter plus 2 et gagner 1 point d'expérience si vous avez éliminé un adversaire sur round. J'ai déplacement 1, pillage 1. Non, je suis trop loin. Par contre, j'ai déplacement 2, tous les adversaires adjacents prennent 1 dégât. Déplacement 1, tous les adversaires adjacents prennent 2 dégâts. Et déplacement, donc je peux lui infliger 3 dégâts, mais ça va pas suffire pour le buter. Non, par contre, ce que je peux faire... Ah mince, il n'y a plus de vent. Ah, j'ai consommé le vent, c'est dommage. Ah, j'ai pas fait gaffe. Parce que là, j'aurais eu plus à emporter, j'aurais pu m'éloigner un peu, c'était pas mal. Hmm. Comment je vais faire? Attaque 1, portée 3, sinon j'utilise. Et je suis assez court. Là, je peux utiliser ça en attaque 2, générique. Et ça en déplacement 2, générique, sans jeter la carte. Ouais, ça peut être ça, hein. Attaque 2. Mais ça va m'obliger à reculer. Ça me plaît pas. Par contre, sinon, j'ai déplacement 3, saut, avec immobilisation. Ciblez tous les adversaires adjacents un hexagone où vous êtes entré durant le déplacement. Oh, ça par contre, c'est pas mal, hein. Déplacement 3, immobilisation. Et si je le cogne, attaque 2, si la cible possède votre pion favorite, remplacez le pion. Ouh, je peux l'utiliser ma favorite là. Placez l'un des pions aventuriers sur cette carte. Vous pouvez ajouter plus 3 une attaque à n'importe quelle attaque à distance. Ouh là 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 là, ouais. Donc il faut que je lui fasse une attaque à distance pour l'éliminer direct. Donc, et ça, c'est pas mal ça. Donc je vais utiliser cette attaque de 1 là. Portée 3, confusion. Ouais, parce que c'est. Et je vais me déplacer. Non, ça je veux pas. Je vais me déplacer de 1 pillage. Non, je vais utiliser celle-là. Simplement en déplacement standard de 2. Comme ça, je suis dedans, tranquillement. Voilà. Et là, je vais renforcer avec mon jeton. Avec mon jeton attaque favorite. Ouais, ça va être bien. Parce que je pourrais le récupérer si je la tue. Donc ça peut être très bien. Et si j'avais pas de modificateur trop important, enfin 0 ou plus, 1 plus 3 ça fait 4, donc je peux tuer le zélote d'un coup. Bon, on va partir sur cette hypothèse-là. Je vais mettre, alors, placer le pion favori. Vous pouvez ajouter plus 3 à n'importe laquelle de vos attaques à distance en plaçant le pion sur la cible après résolution de la capacité d'attaque. Ok, donc ça on fera après. Très bien. Voilà pour les choix de cartes de l'inox. Le garde rouge, quant à lui, lui, il faut qu'il cogne sur le. Faut qu'il cogne sur le truc là. Soin 4. Il a combien? Il a été blessé, il a 7. Il pourrait se soigner. Tous les adversaires adjacents subissent un dégât où il est loin. Pillage 1, par contre, c'est pas mal. Il pourrait ramasser une pièce et infuser du feu. Bon, on va faire ça, hein. Donc il va faire ça et il va taper sur la. Ouais, il va faire ça. Et il va taper ici sur l'obstacle. Alors l'obstacle n'est pas un adversaire, hein, donc ça ne compte pas. Par contre, attention, ouais, je vais utiliser. Ouais, cela dit, c'est pas très grave. Bon, je vais utiliser bouclier à pointe plutôt. Voilà.
Comme ça, je peux jouer après le golem, ça n'a pas d'importance. Ok. Donc j'ai fait mon choix de carte. On voit ce que font les ennemis. Donc le zélote, il va faire attaque plus 1, portée 3 avec, et il va infuser du feu. Alors, c'est pas mal, ça nous avantage. Et on devra remélanger la carte. Et puis le golem, attaque plus 1, portée 3. Si cette attaque est effectuée, le golem de pierre subit 2 dégâts. Par contre, lui, il bouge pas, donc attaque 3. Est-ce qu'il peut atteindre quelqu'un? 1, 2, 3. Non. Il peut atteindre personne, donc il ne va pas effectuer cette attaque. Au niveau d'initiative, ils sont très bas, donc on va garder l'initiative. Alors, 35, 41, donc c'est d'abord le lanceur de hache, dans l'ordre. Ensuite, le garde rouge. Ensuite, le golem. Et enfin, le zélote. C'est au tour du lanceur de hache. Alors, le lanceur de hache, il va jouer barrage déconcertant. Mais avant, il va se déplacer de 3, saut immobilisation. Oh! Ah oui, mais alors je perds la carte. Ah non, donc il va se déplacer de 2 uniquement. Hmm. Non, tant pis, je crois que je vais jouer ça. Je joue cette action. Tant pis, je vais perdre une carte. Donc les déplacements de 3. 1, 2. Et il va faire un déplacement de 2, mais avec le saut. Donc il bondit par-dessus, il arrive là. Euh, Ah oui, il déclenche une immobilisation. Alors par contre, il faut que je tire le modificateur de combat, parce que si jamais... Ouais, non, c'est plus 0, donc ça va. Donc immobilisation, ciblez tous les adversaires adjacents à un hexagone où vous êtes entré durant votre déplacement. Ouais, c'est le cas. Donc là, le zélote est immobilisé. Il est subjugué par mon saut, je pense. Faut dire, c'est un sacré saut. Donc, je l'immobilise pour ce tour. Voilà. J'infuse du vent. Ok. Non, j'infuse du vent à la fin de mon tour. Et je gagne un point d'XP encore. Alors lui, il emmagasine l'XP vitesse grand V. C'est énorme. Que l'XP, ça sert à plein de choses aussi. Ça sert à faire progresser son personnage, notamment. Sur notamment le niveau. Alors bon, le niveau, c'est à double tranchant, faut se méfier. Mais bon, voilà, c'est un avantage quand même. Et donc, je devrais perdre cette carte. Ok. Ensuite, ah oui, mais alors non, ça va pas. Ah non, non, je peux pas faire ça. Bon, je ne peux pas faire ça, j'avais oublié, parce que je veux jouer barrage déconcertant avec ma favorite. Ah non, sinon je vais jouer non, je vais jouer ma favorite, mais avec une attaque. Ah, c'est à distance. Ouais, donc non. Donc non, je reviens, je rétropédale, donc j'étais là. Je ne vais pas lui infliger d'immobilisation. Non, non, je vais être plus radical que ça, du coup. Je joue simplement un déplacement de 2. 1, 2, voilà. Je suis à 2 de distance. Ouais, je suis à 2 de distance. Donc ça, du coup, je la perds pas comme carte. Je l'ai joué simplement. Et je vais jouer barrage déconcertant. Donc je vais faire une attaque de 1. Donc le modificateur, c'était 0, portée 3. J'ai qu'une cible néanmoins. 1, 2, 3, 4. Donc là, ça ne va pas. Donc j'inflige 1 et j'utilise mon jeton favorite, avec ma hache favorite, donc je le vise et je le touche à la tête, donc je lui mets plus 3. Aux attaques distance gagnent plus 3 après la résolution. Quand la cible est éliminée, placez le pion sur l'hexagone où elle se trouvait. Donc là, boum, je lui mets 4 dégâts, ce qui fait qu'elle avait 2 plus 4, ça fait 6. Donc elle est éliminée. Et donc je vais aller récupérer ma hache en même temps que les pièces qu'elle avait dans les poches. Donc je l'aurai
infliger confusion, mais dans l'absolu, là, je n'inflige rien du tout. Donc ça, c'était pour l'action du lanceur de hache qui a terminé. Il ne faudra pas que j'oublie de perdre une carte. Ensuite, c'est le garde rouge. Donc garde rouge, il va piller 1. Donc il va prendre la pièce là, qui est derrière. Ça, c'est sa première action. Il va infuser du feu. Ah, d'ailleurs, le vent est infusé, donc je peux le mettre là. Il va infuser du feu. Et tous les adversaires adjacents subissent un dégât non, puisqu'il n'y a pas d'adversaire. En revanche, il va faire une attaque de générique de 2. Donc, par contre, attention, est-ce qu'il y a un modificateur plus 0? Donc, j'inflige 2 dommages à la stèle qui lui fait face. Mais elle n'est pas encore détruite. Fin du tour du garde rouge. Donc, le feu est infusé. Et puis, là, il n'y a rien à remélanger. Là non plus, là non plus. Je peux défausser, mais c'est à la fin du round que je défausse les cartes. Là, j'aurai une carte à perdre. Ok. Donc, c'est aux zélotes. Alors, les zélotes sont éliminés, donc elles sortent du classement pour l'instant. Je peux virer les points de dégâts. Et c'est au golem. Alors, le golem attaque plus 1, portée 3. Il est trop loin. Il est là. Je vais dézoomer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, il est trop loin, donc il ne fait rien. C'est la fin du tour. Et c'est ce qui va mettre fin, donc c'est ce tour qui va mettre fin aussi à l'épisode. Ce qui correspond à peu près à une première tranche. En fait, ça correspond à peu près à l'épuisement de notre deck de cartes. En fait, on a déjà fait, on a dépensé combien? 8 cartes, donc on a fait 4 rounds. 2, 4, 6, plus les deux là. Donc on a fait 4 rounds. Là, faut pas que j'oublie que lui, il a perdu la carte puissance d'arrêt. Donc je la mets dans les cartes perdues. Et par contre, celle-là est défaussée. Voilà. Au niveau des éléments, s'affaiblissent. Pas besoin de remélanger. Donc je vais ranger un peu et puis on va passer à une petite conclusion. Bien, j'ai fait un peu de ménage. Alors, ce qui est bien avec Gloomhaven, c'est qu'on n'est jamais déçu. Si on attend du combat, il y en a. Voilà, moi j'adore devoir réfléchir à ce qu'on fait. Et ce que j'apprécie particulièrement dans cette mécanique-là de choix de cartes, c'est qu'en fait, on part de ce qu'on veut faire pour choisir les cartes. Et c'est pas les cartes qui vont vraiment nous dicter nos actions. En tout cas, on peut jouer comme ça. Je pense qu'on peut jouer à l'inverse en partant des cartes et puis en essayant d'optimiser. Mais voilà, ce qui est bien avec Gloomhaven, c'est que selon son style de jeu, on peut composer, on peut mettre les outils au service de l'intention ou l'intention au service des outils, ça dépend de notre manière de jouer. Et je trouve ça vraiment intéressant de ce point de vue-là. Pour cette partie, bien, pour l'instant, on n'est pas trop mal engagé. Maintenant, attention, parce qu'il va y avoir des rebondissements dont je ne vous ai pas parlé, notamment à cause de règles spéciales qui apparaissent ici, au moment où on va détruire la deuxième stèle, ce qui va nous réserver quelques surprises, vous le verrez dans le prochain épisode. J'ai rangé tout le bazar que j'avais mis. D'ailleurs, c'est un peu la limite du jeu, c'est qu'il y a énormément de choses à gérer quand même, donc ça demande une forte concentration. C'est pour ça aussi que j'aime bien séquencer la partie. Ça me permet de faire une pause et de respirer un peu. Ce qui fait que on n'est pas à l'abri d'oublier des trucs. Hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Là, j'espère qu'à chaque fois, j'ai corrigé le tir dans un timing acceptable, on va dire, c'est-à-dire pas trop loin du moment où j'aurais dû faire la manip. Bon, après, je vais visionner les premiers tours et puis je verrai bien si vraiment j'ai fait de grosses bêtises ou pas. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème de Gloomhaven, c'est qu'il y a des milliers de trucs à penser.
Puis moi qui suis pas procédurier, j'ai du mal à suivre la trame quand j'actionne les ennemis, quand j'actionne les personnages, j'oublie toujours des trucs, quoi, parce que j'ai pas la séquence, j'ai pas de checklist dans la tête. Ça va pour quand on est anglo-saxon, on a bien les checklists, mais moi je les ai pas trop, quoi. Je suis latin et pour le coup, j'ai du mal à me tenir à une procédure. C'est un peu la limite, je trouve, de Gloomhaven en général, hein, pas seulement des Mâchoires du Lion. Mais sinon, c'est un jeu qui est formidable, qui n'a rien à démontrer. Et on va se retrouver pour la suite de notre aventure lors d'un prochain épisode qui va arriver très vite. En attendant, je mets ça en ligne. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien, je vous embrasse. Salut!